se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu vlog. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'il y aura une seule prise? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Je ne sais pas. On est le vendredi 22. C'est le dernier jour de l'école pour Léon. On part après sur 2 semaines de vacances. Potentiellement, normalement, c'est même sûr, en fait, un accouchement durant les 2 semaines de vacances. Donc, voilà, tout commence à se préparer doucement, même si... Actuellement, c'est pas très facile. Mon conjoint a été malade, il est encore en arrêt. Et puis voilà, c'est la fin de l'année, donc il y a forcément pas mal de petites choses à faire. Moi, je commence à avoir pas mal de douleurs, à avoir envie que bébé arrive. Voilà, on commence tous les trois à être très impatients. Je pense que toute la famille commence à être impatiente également. On pensait qu'on aurait bébé pour les fêtes, on l'aura sûrement après. Du moins, je croise un peu les doigts pour ne pas accoucher le 24 ou le 25 parce que j'ai vraiment... Ça me tient à cœur de fêter Noël avec Léon. Mais bon, au pire, il aura toute la famille avec lui et puis ce sera comme ça. Hein. On ne décide pas quand est-ce que bébé... arrive. Je fais ces petites vidéos. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster. Sûrement dimanche, le 24, peut-être le 25, peut-être le 26. On verra. En tout cas, petite ambiance de Noël. Il est 9h30 du matin. Il fait très moche à Paris, comme depuis 2-3 semaines. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc... un peu d'ambiance de Noël. En ce moment, j'ai besoin d'allumer le sapin, ça me fait du bien. On a aussi une petite guirlande, vous la voyez sur le côté coloré que j'ai installé. Et celle-ci, je pense que je vais la laisser un peu plus longtemps d'ailleurs que le sapin. Le sapin qui va encore nous accompagner quelques jours, mais que je compte faire partir la semaine prochaine. Donc, je vais voir un peu la forme que j'ai à ce moment-là. Mais sincèrement, je pense que le mercredi ou jeudi, il partira parce que ça prend de la place et parce que après Noël, c'est plus Noël. C'est aussi pour ça que je le mets en avance. J'avais envie de vous montrer quelques jolies réceptions que j'ai faites ces derniers jours. Il y a eu un gros moment sans réception parce que tout simplement, c'est le mois de décembre, il y a peu de sorties. Et là, il y a la rentrée littéraire qui commence à arriver. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je pense que je vous avais déjà montré dans le vlog précédent, mais j'ai reçu déjà 2 premiers romans de la rentrée littéraire. Grand Seigneur de Nina Bouraoui, c'est publié chez J.C. Lattès. Et c'est un roman où Nina Bouraoui nous parle de son père et plus spécifiquement de la perte de son papa qui est décédé. Donc voilà pour ce livre que je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu et que je vais lire très bientôt. Et puis Place du Paradis de Xavier Marie Bonneau. Hop, c'est publié aux éditions Récamier, qui est une nouvelle maison d'édition. Et c'est un roman qui nous emmène à Raqqa, en Syrie, en 2017. Puis également pendant les procès des attentats du 13 novembre. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je compte le lire là, en cette fin d'année, début d'année. Donc je vous en dis des nouvelles très rapidement. Et donc j'ai reçu pas mal de choses. J'ai reçu même beaucoup de choses. J'ai reçu... un petit livre, Grand-père Daniel, de Lily et Nicolas Gavrois. C'est aux éditions Rêverie. C'est vraiment un tout petit livre qui est à partir de 9 ans, d'après ce que j'ai compris. Et on suit Daniel, qui est né dans les montagnes en Arménie. Il est arrivé en France, il fonde sa famille et devient grand-père. Avec sa petite fille Anne, il partage des moments de complicité. Les farces, les jeux et la nourriture les rassemblent. À travers leur partage et un voyage en Arménie, Anne découvre une culture étonnante et magique. C'est donc sur la culture de l'Arménie et je pense en filigrane sur ces histoires d'immigration et de vie. Voilà, donc je vous montre un petit peu la façon dont c'est fait. Voilà, je vais le découvrir et puis je vous en dirai des nouvelles. C'est le genre de petits livres que je mets de côté dans ma chambre pour pouvoir les lire et les offrir petit à petit à Léon quand il sera plus grand. Je commence déjà à faire une petite réserve des livres qui l'accompagneront un petit peu plus tard. Et je pense que suivant comment c'est écrit, c'est même... complètement possible de le lire beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, suivant les thèmes qui sont abordés. Je vais voir ça très rapidement. J'ai reçu 2 romans de la rentrée littéraire de Albin Michel. 2 livres qui me font très, très, très envie. Notamment celui-ci de Laïla Bassin, Ce que je sais de Monsieur Jacques. En fait, il faut que j'enlève ma tête. Voilà, c'est ce roman. C'est donc chez Albin Michel. Est-ce qu'il y a... Oui. Année 90, Lula vient d'emménager dans un quartier de Marrakech où les enfants des familles aisées ne se mélangent pas aux indigents.
Portée par les premiers émois de l'adolescence, elle noue des amitiés intenses et fait les 400 coups. Lula passe aussi des heures dans son appartement à regarder par le Judas un curieux défilé. Ils sont très jeunes, ils sont beaux, ils sont pauvres. Tous vont chez Monsieur Jacques, un Français qui a élu domicile à l'étage. Envoûté par la voix de Travolta, prodige du conservatoire, animé par les lectures qui l'ouvrent au monde, Lula voit dans cet étrange ballet la révoltante expression de la violence des adultes qui ne tardera pas à frapper au cœur. Entre truculence et poésie, ce roman d'une grâce singulière dénonce avec une rare puissance évocatrice la chaîne des dominations dont les enfants sont les derniers maillons. C'est un livre, d'après ce que j'ai compris, qui parle de violence sexuelle, mais je ne suis pas totalement sûre de moi. C'est une autrice franco-américaine. Et c'est son 3e roman. Je vous en dirai des nouvelles très rapidement. En tout cas, c'est vraiment un des livres qui m'a appelé dans le formulaire. Un deuxième également, il s'agit de Farida Khelfa, une enfance française. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup l'image. J'imagine que c'est sûrement elle. À la mort de sa mère, découvrant les rites funéraires de ses origines, Farida se replonge dans son enfance, jamais racontée. Les mots et les souvenirs se bousculent alors que surgit, par fulgurance, la vie de cette femme d'immigrés algériens. Les HLM misérables, les hommes brisés par l'illettrisme et la colonisation, les mères pétrifiées. Au milieu, une fratrie élevée dans une violence inouïe, mais soudée par le rire et la force de vie. Émerge la vision crue et poétique d'une enfance française, l'âpre histoire d'une petite fille qui a su se recréer et se faire une place dans un monde nouveau animé par une extraordinaire résilience. Grande figure de la mode, Farida Khelfa est aussi réalisatrice et productrice de films documentaires. C'est un récit autobiographique et c'est son premier roman, donc j'ai encore plus envie de le lire en sachant que c'est autobiographique. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. Vous le savez, souvent pendant les rentrées littéraires d'hiver, et de l'été, j'essaye de faire une vidéo, en tout cas pour vous présenter certaines lectures. Et j'aimerais vraiment que ces 2 livres rentrent dans cette vidéo. Pour le coup, là, on est en décembre, c'est les vacances. Le problème, c'est que je vais accoucher d'un jour à l'autre. Et donc, je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir m'engager sur une vidéo en début d'année comme je le fais d'habitude. Je pense plutôt qu'une vidéo sur la rentrée littéraire arrivera peut-être fin janvier, début février. Voilà, je vais essayer à chaque lecture de tourner pour pouvoir éventuellement faire plusieurs petites vidéos, vous présenter par exemple 2-3 romans. Voilà, je vais voir un peu comment est-ce que je fais ça. Nous avons reçu, plein de jolis cadeaux de la part de Pocket, comme d'habitude. Emmanuel et Samuel nous ont gâtés cette année avec le dernier roman de Douglas Stuart, Mungo. Qui est sélectionné dans le Grand Prix des lecteurs 2024. Bongo est protestant dans le Glasgow des années 90, marqué par les guerres de gang. Les 2 garçons devraient se haïr, pourtant ils sont tombés amoureux. Bongo va devoir apprendre à se battre pour survivre et gagner sa liberté. Je vous en parlerai, bien sûr. D'après ce que j'ai compris, on parle des thérapies de conversion. C'est un livre qui me fait très envie. C'est un cadeau de la maison d'édition. Je ne l'avais pas demandé. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Mais en tout cas, il me fait envie. Donc, il va rester dans ma pile à lire. Un autre livre, Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Alors, j'aime beaucoup la couverture. Par contre, Philippe Besson, j'avoue que je ne l'ai jamais lu. Et que je n'ai pas vraiment, je sais pas, d'attrait pour cet auteur. Je vais vous lire le résumé. Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré de faits réels raconte au-delà d'un sujet de société le long combat de 2 victimes invisibles. Pour le coup, il me donne envie. Pour le coup, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Il fait 200 pages, peut-être pour un 7 jours 7 livres. Je le rentrerai bien dans un 7 jours 7 livres dans pas trop longtemps. Ouais, pour le coup, celui-ci me fait envie. J'ai jamais eu trop envie de lire des Philippe Besson, ça m'a jamais trop attiré. Mais celui-ci, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et donc, on a reçu un très beau colis. Hop, de la part de Pocket.
On est vraiment toujours énormément gâtés par Pocket. C'est assez fou parce qu'on reçoit un formulaire, on choisit des livres et en plus, on a des petits cadeaux assez régulièrement. On a donc un petit fichier avec la présentation de la rentrée littéraire. J'ai déjà ouvert le colis pour voir. On a un petit marque-page avec les 4 romans du rendez-vous littéraire. Donc, on a les 4. Hop, voilà. Et donc, on a reçu... Je vais vous montrer déjà ce que je n'avais pas demandé. Hors d'atteinte de Frédéric Couderc. Hop, voilà. C'est un livre qui nous parle du silence, le silence complet. Alors qu'il retrouve son grand-père après quelques jours de fugue, Paul, écrivain à succès, s'interroge. Pourquoi ce mutisme soudain chez Victor? Et cette lettre timbrée de New York? Quel fantôme a-t-elle réveillé? Quelle ruine? Quel monstre sur quel air de piano? Bientôt, Paul découvre les liens qui unissent le nonagénaire au commandant SS Horst Schumann, complice de Mengele à Auschwitz-Birkenau. Longtemps traqué, jamais pris, ce dernier semble avoir disparu dans la savane africaine, au cœur des ténèbres, hors d'atteinte. C'est un livre qui pourrait me faire très envie, pour le coup. Je pense que je ne l'avais pas demandé parce que je m'attends à un livre assez dense. D'ailleurs, il est gros. C'est pour ça aussi, j'essaye de demander moins de livres très gros. Et il fait à peu près 600 pages. Mais pour le coup, le sujet me donne bien envie. On a reçu également Marée de Sarah Freeman. J'enlève tous les bandeaux, je déteste ça. Puisqu'il n'y a plus rien là-bas pour elle, que la solitude et le deuil, un beau jour, Mara disparaît. Destination la mer, pas un bus au hasard, vers une ville tout autant. C'est la fin de saison. La petite station balnéaire se vide progressivement. Il s'agit de se fondre dans le décor, de se faire oublier, effacer à défaut d'oublier. Mais le passé, comme la marée, revient sans cesse hanter la grève. La grève, sac, ressac, flux, reflux, se reconstruire comme un château de sable sans cesse recommencer. Le portrait poignant d'une femme vulnérable oscillant constamment entre le désir d'être oubliée du monde et celui d'y trouver sa place. Ouh, ça a l'air très intéressant. Et alors, je ne sais pas pourquoi il y a des petites lunes. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez pas trop, mais il y a des petites lunes entre les paragraphes, ça a l'air beau. Je sais pas, il me donne envie, il va rester dans ma pile à lire. Au loin, quelques chevaux, 2 plumes, de Jean-Louis Milesi. Hop. Alors, juillet 1900, le bourgeois Edward Sheriff Curtis quitte sa famille et son studio de Seattle pour une expédition dans le Nebraska, rêvant de la photographie qui le rendrait mondialement célèbre. Au milieu de nulle part, il est attaqué et dépouillé par des bandits. Étrangement, à cause d'une image échappée de son portefeuille, Curtis a la vie sauve. Encore plus étrange, le bandit qui l'a épargné l'entraîne avec lui dans un long et dangereux périple. Jusqu'à cette réserve indienne dans laquelle le photographe va trouver sa vocation, témoigner de la misère, de l'invisibilisation et de l'oubli pour la mémoire d'un peuple. Sur le destin des Indiens. Ouh, ça va beaucoup m'intéresser. Ça va beaucoup m'intéresser, ça c'est certain. Il a longtemps vécu aux États-Unis, il s'est établi à l'Île-sur-la-Sauge. Le fruit de ses recherches sur la photographie sur les Indiens. Une véritable aventure pleine de péripéties, ponctuée à la fois de tragédie et d'humour grinçant. Je vous en reparle, je vais le rajouter dans ma pile à lire des romans sur les Amérindiens à lire. J'en ai quelques-uns que j'aimerais découvrir, donc je vous en reparle. Et puis là, pour le coup, c'est un livre donc, qui fait partie des rendez-vous littéraires de janvier 2024, mais que j'avais en plus demandé. Donc je suis d'autant plus contente et je vais le lire très vite. Ce n'est autre qu'un nouveau roman de Samar Yazbek. C'est l'autrice de 19 femmes, un livre qui m'avait subjuguée, qui m'avait énormément émue, qui a été très important pour moi et que je vois d'ailleurs là dans ma bibliothèque. Et donc je suis très très heureuse d'avoir reçu son nouveau roman qui fait partie en plus des rendez-vous de la rentrée littéraire. Une feuille, une toute petite feuille d'arbre. En rouvrant l'œil, Ali, 19 ans, ne voit rien d'autre. Puis la conscience lui revient par bribes. Cet enterrement dont il se souvient, est-ce le sien ou celui de son frère? Blessé, incapable de bouger, il se rappelle peu à peu.
La poussière, les balles, la bombe. Lui, l'enfant rêveur et contemplatif, comment s'est-il trouvé enrôlé de force dans l'armée syrienne? À mesure que la mémoire le brûle, le déraciné ne songe plus qu'à une chose, monter aux branches. Grimper là-haut vers ce monde qu'il n'aurait jamais dû quitter, se hisser jusqu'au ciel, jusqu'à la demeure du vent. Ouh là là. C'est un livre qui me fait extrêmement envie, qui n'est pas très long. Samar Yazbek est née en 1970 à Yashbel en Syrie, une écrivaine et journaliste. Elle a étudié la littérature arabe à l'université. Elle se lance dans l'écriture de romans, de nouvelles, d'articles et de scénarios. Elle se bat sans relâche pour les droits des hommes et des femmes de son pays. Il me fait extrêmement envie, donc je vous en reparle. C'est donc voilà, beaucoup de livres que j'ai reçus dernièrement. Vous voyez, hein, il y a une petite pile de livres sur la rentrée littéraire. On peut même y rajouter, hop, ces deux-ci, parce que, d'après ce que j'ai compris, ils sortent tous au mois de janvier. Voilà pour ça. Donc ça, c'est les romans que j'aimerais lire là. Et puis ça, je vais voir comment est-ce que je les range. Je ne sais plus, je ne crois pas que je vous ai montré ce que j'ai reçu. Alors, j'ai déjà rangé les choses, mais j'ai reçu un magnifique colis de la part de Stéphanie, une souris et des livres. Elle m'a envoyé un très très beau colis de Noël. Et dans ce colis de Noël, il y avait des petits vêtements pour futurs bébés. Et il y avait également ce magnifique livre, La Belle et la Bête, pardon. C'est donc de la collection Minalima, donc chez Flammarion. C'est un livre que j'avais extrêmement envie de me procurer parce que je suis une fan inconditionnelle de La Belle et la Bête. C'est un des Disney que je préfère. Et je n'ai jamais eu de livre de cette collection. Donc je suis trop contente, c'est vraiment magnifique, je trouve que vraiment il y a un travail qui est fait, qui est splendide. Je suis complètement fan de la couleur du papier, c'est du papier épais et en plus la couleur est assez sombre. Je suis fan, voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vais me délecter, je pense, de cette lecture tout doucement, au compte-gouttes. En tout cas, c'est un magnifique objet livre. Donc, merci beaucoup à Steph. Ton colis m'a beaucoup touchée, mais je suis déjà venue te voir pour t'en parler. Je vous reprends, on est dimanche 24. Je viens pour clôturer cette petite vidéo un peu faite comme ça sur le moment pour vous montrer un cadeau de Noël arrivé en avance de la part des éditions Charleston, le dernier roman de Nguyen Phan Kemei, Là où fleurissent les cendres. J'avais eu un gros coup de cœur pour que chante les montagnes, son précédent roman, pour que chante les montagnes, son précédent roman. Et donc je suis extrêmement contente et heureuse de découvrir ce roman-ci de l'autrice qui nous plonge au Vietnam dans les années 70. Le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, le déluge des coups de feu dans les villages voisins. À chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison dans la province du Kim Giang, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, où elles peuvent facilement gagner de l'argent et aider leur famille rester à la campagne, elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Mais très vite, Trang découvre que les horreurs de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar, où elle a trouvé un emploi, attend d'elle bien plus que de boire du thé avec des GI américains. Portée par une plume poétique, une fresque historique inspirée de l'histoire déchirante des poussières de vie des enfants métis nés pendant la guerre du Vietnam. C'est un livre qui, je pense, va me bouleverser, surtout qu'il y a plusieurs lectrices Charleston qui ont réagi à ma story de réception en me disant que c'était un roman incroyable. Donc, j'ai encore plus hâte de le lire et je vous en dirai des nouvelles. Et pour clôturer, pourquoi pas clôturer avec deux petits avis lecture. J'ai terminé Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani que j'ai lu entre une lecture audio sur Audible et puis la lecture papier. C'est un livre qui m'a été offert dans le calendrier de l'Avent par Pascal. C'est une autrice que j'ai découvert en 2020, je crois, avec La Tresse et puis avec Les Victorieuses ensuite. J'ai toujours beaucoup aimé sa plume.
J'avais préféré La Tresse, notamment l'histoire qui se déroulait en Inde, parce qu'on découvrait 3 femmes. Et ici, Laetitia Colombani nous plonge en Inde, nous replonge en Inde, pas dans l'Inde que l'on connaît, pas dans l'Inde touristique, pas dans les grands palais, pas dans le Taj Mahal. On est vraiment dans l'Inde profonde, dans la vraie Inde, auprès des castes, des intouchables. On est dans les rues indiennes. J'ai été en Inde et j'ai découvert un peu cette Inde-là en allant dans des petits villages et en dormant en fait chez l'habitant la plupart du temps, en tout cas dans des maisons d'hôtes indiennes, et donc voilà, pour être au plus près de la population. Et c'est vrai que ce livre vient vraiment montrer cette partie-là de l'Inde, la vraie Inde, l'Inde profonde, et surtout on rencontre la caste des intouchables, et puis on découvre la difficile place des femmes, et notamment des femmes intouchables en Inde. C'est encore plus une terre. Alors déjà, être intouchable, c'est extrêmement difficile. Être une femme, c'est extrêmement difficile. Mais alors, être une femme intouchable, c'est avoir tout de suite un énorme poids au pied pour avancer dans la vie. Et ici, par cette métaphore magnifique du cerf-volant, Laetitia Colombani nous montre à quel point l'éducation peut permettre de s'envoler, de s'élever dans la vie, de sortir un petit peu de sa condition pour aller plus loin, aller plus haut et réussir à ne plus survivre simplement, mais réussir à vivre. C'est un livre qui nous parle donc de la place des femmes, mais également de cette injustice qui est celle de la place de l'éducation dans la vie des Indiens, et notamment la différence entre les jeunes garçons et les jeunes femmes. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement beau et que je ne peux que vous recommander. Il est tout petit, donc je ne vais pas vous en dire plus. Il fait 220 pages et c'est le 3e livre que je lis de l'autrice, et c'est encore une incroyable lecture. Et puis pour terminer, j'ai enfin fini ce roman que je lisais en lecture commune, même si elle l'a dévoré il y a déjà plusieurs jours, plusieurs semaines. Je lisais donc en lecture commune avec Angie, qui me l'a offert au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Il s'agit de « Tant que fleuriront les citronniers » de Zulfa Katou. Alors en fait, je viens à l'instant de tourner une vidéo où je parle de mes lectures préférées de cette année, où je fais un peu un bilan lecture, parce que là, il va y avoir Noël, et puis la semaine prochaine risque de s'enchaîner assez rapidement, donc je pense pas que j'aurai beaucoup le temps de lire. Donc voilà, j'ai fait un bilan, et puis tant pis, s'il y a 1 ou 2 livres en plus, j'essaierai peut-être de rajouter. Bref, je viens d'en parler, donc vous aurez mon avis complet la semaine prochaine dans la vidéo bilan, parce qu'il fait partie de mes 10 plus belles lectures de cette année. Donc comme quoi, ça a été un gros coup de cœur. C'est un roman jeunesse, enfin en tout cas young adulte. Je l'ai oublié tout au long de ma lecture, donc autant vous dire que je l'ai lu comme un roman adulte, un roman normal. Voilà, c'est un livre où l'on rencontre Salama et on est plongé au cœur de la révolution syrienne, donc dans les années 2010. C'est un roman extrêmement poignant où l'on rencontre une jeune femme qui fait des études de pharmacie au moment où la révolution syrienne se met en place, et elle va se retrouver avec sa première année d'études en pharmacie à devoir faire les gestes des médecins expérimentés et des chirurgiens pour pouvoir sauver le plus de personnes possible. Elle va également se heurter à énormément d'embûches, parce que elle va perdre beaucoup de membres de sa famille, notamment des très proches, et puis elle va donc devenir, par la force des choses, responsable de sa belle-sœur qui est enceinte de 7 mois. Et c'est un peu entre son vouloir, ses envies d'aider et son peuple, et puis son devoir envers sa belle-sœur de la sauver, en fait, d'une mort presque certaine, et puis sauver cet enfant, l'enfant de son frère, de cette vie qui s'offre à lui en Syrie, au sein de la Révolution, qui est une vie qu'elle ne lui souhaite pas. C'est un livre extrêmement poignant, extrêmement difficile, mais l'autrice en a fait vraiment quelque chose de très très lumineux. C'est une autrice qui est originaire de ce pays, mais qui ne vit pas dans ce pays, et on sent toute la bienveillance et la tendresse qu'elle a pour son peuple, qu'elle a pour ce peuple-là, et pour
les héros et héroïnes du quotidien qu'elle nous fait rencontrer dans ce livre. Ça a été vraiment un très très beau coup de cœur dont je vous reparle plus en détail la semaine prochaine dans ma vidéo bilan. Voilà, je vous souhaite plein de jolies choses pour ces fêtes de fin d'année, pour cette dernière semaine de décembre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.